Donc moi je travaille à Eurotox en tant que chargé de projet épidémiologique. Je suis psychologue de formation et je ne suis spécialiste de rien. Je suis plutôt un généraliste des addictions, si je puis dire, dans la mesure où je dois couvrir toute une série de thématiques fort diverses, dans la mesure où on s'intéresse à la fois aux addictions relatives à l'usage de produits illicites, mais aussi de produits légaux, et notamment les médicaments psychotropes, le tabac, l'alcool. Et on s'intéresse également aux addictions comportementales. Cela étant dit, je vais vous parler plus précisément du protoxyde d'azote, un produit dont vous avez toutes et tous entendu parler, qui est venu un petit peu sur la scène médiatique assez récemment, les dernières années, et qui pourtant n'est pas un produit nouveau, puisque sa découverte, elle remonte au XVIIIe siècle, les années 1770 à peu près, avec un chimiste qui l'a découvert et dont les propriétés et l'usage médical sont venus un peu plus tardivement dans ce siècle et ont quelque peu amélioré et offert de nouvelles perspectives à l'anesthésiologie de l'époque. Et notamment, son utilisation était assez fréquente pour l'extraction dentaire ou certaines amputations. Alors, ce qui est particulier avec ce produit, c'est que l'usage récréatif, finalement, il a précédé son usage thérapeutique, puisque, toujours durant ce même siècle, on en faisait un usage récréatif, avec des ballons de baudruche, pour engendrer des effets euphorisants. C'est de là que vient l'appellation, d'ailleurs, gaz hilarant. Et c'était plutôt dans des milieux aristocratiques que cet usage avait lieu. Alors actuellement, on continue à l'utiliser en domaine hospitalier et en médecine dentaire, mais il faut savoir qu'on retrouve également ce produit sous forme d'émulsionnant, de gaz propulseur dans les petites bonbonnes à chantilly, ce qui explique la facilité d'accès et l'usage détourné qui fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes au niveau du grand public et de professionnels de santé. Alors c'est un usage détourné qui n'est pas récent, on retrouvait déjà dans les années 80, les années 90, dans certaines scènes festives, l'usage détourné de ce produit-là. Mais il y a une forme d'effet de mode qui s'est produit il y a quelques années. Et on en a beaucoup parlé aussi au niveau médiatique, avec beaucoup d'inquiétudes. Et un usage détourné qu'on retrouve auprès des jeunes et dans les milieux festifs. Parce que ce produit, lorsqu'il est inhalé dans un ballon de baudruche en tout cas, il va entraîner toute une série d'effets, type euphorie, distorsion perceptive, sensation de chaleur, une faiblesse musculaire aussi, et à concentration plus élevée, une dissociation, qui peuvent être donc des effets recherchés en usage détourné. Or, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont amené les politiques, mais aussi les intervenants, à se poser pas mal de questions quant à savoir comment il fallait gérer ce problème. Et les façons les plus traditionnelles qui sont venues se mettre en place, c'est toujours l'interdit. On a vu apparaître ici en Belgique des règlements de police qui sont mis en place de manière à pouvoir interdire la vente aux mineurs et voire verbaliser l'usage dans l'espace public. Et puis après, ça s'est soldé par une loi fédérale qui, depuis février 2022, interdit la vente aux mineurs, comme si le simple fait d'interdire allait solutionner le problème. C'est toujours le même type de réponse qu'ont les politiques, c'est le réflexe de l'interdit. Et quand on regarde pourtant les chiffres de consommation, on est quand même loin des inquiétudes qu'ils portent dans leurs décisions. Alors on a quelques chiffres, je vais vous présenter très rapidement quelques chiffres, des chiffres qui nous viennent d'une enquête en milieu scolaire, au niveau de jeunes de la Belgique francophone, qui montrent que l'usage est surtout expérimental. Il est déjà très peu répandu, c'est quelques pourcents des usagers à l'époque, c'était en 2018, évidemment les choses ont peut-être évolué, on va voir que ça n'a pas tellement évolué finalement. Usage plutôt expérimental et qui concernait davantage, comme toujours, un peu plus les garçons que les filles, et qui finalement concernait moins les mineurs que les personnes un peu plus avancées dans l'âge adulte. Chez les étudiants, donc plutôt du cycle supérieur, on voit le même constat que l'usage est plutôt expérimental et occasionnel.
Et quand on se centre sur des usagers de drogue, des échantillons de convenance, certes, mais qui donnent quand même une indication sur les pratiques d'usage, on voit que c'est le même constat, plutôt un usage expérimental qui est plus répandu que dans une population plus générale, mais un usage fréquent qui est somme toute plutôt exceptionnel. Et il est exceptionnel pourquoi? Parce que c'est un produit qui a des effets aversifs lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, de manière trop régulière. Des nausées, vomissements, douleurs abdominales et aussi, il faut le savoir, des risques au niveau neurologique qui se présentent d'abord sur certaines formes de parasthésie qui peuvent évoluer plus gravement vers une forme de sclérose médulaire. Néanmoins, ces inquiétudes se soldent quand même par certaines observations au niveau du centre antipoison, où on a vu une augmentation des cas, des appels au niveau du centre pour le plus souvent des signes de parasthésie ici en Belgique. Donc on était à 2 cas en 2016, on était à 46 cas en 2021, donc ce n'est pas non plus très impressionnant. C'est une augmentation quand même, une augmentation qui peut certes être liée à une augmentation de l'usage du produit, mais aussi au fait que la population, et notamment les jeunes, parce qu'on en parle, est plus au courant des risques. Et donc, lors de l'apparition des premiers risques, les parasthésies, on peut avoir davantage ce réflexe de prendre un avis, en tout cas, pour vérifier si tout va bien. Alors, ces parasthésies, elles sont finalement pas très rares en cas d'usage de ce produit, en cas d'usage un peu plus régulier, mais les formes les plus sévères, il faut quand même un usage régulier un peu plus prolongé pour que les formes graves se développent. Et ici en Belgique, en tout cas, on n'a jamais eu de décès liés à l'usage de ce produit, officiellement en tout cas. Alors, c'est un produit qui présente quand même certains risques. Je viens déjà de parler du risque neurologique, mais il y a d'autres risques. Des risques qui sont liés au mode d'administration. Il faut savoir que c'est un gaz qui est, lorsqu'il est expulsé de ces bonbonnes à chantilly, il est froid, et donc si on ne le réchauffe pas préalablement dans un ballon de baudruche, on risque de se brûler les lèvres ou les cavités buccales, voire, dans les cas exceptionnels, ça peut aussi provoquer une embolie. On a des cas d'hypoxie aussi qui peuvent être observés, c'est assez rare, mais ça s'observe quand des personnes consomment des ballons de manière enchaînée sans prendre la peine de respirer de l'oxygène entre les inhalations. Parce que, évidemment, quand on est dans un usage médical, c'est des mélanges équimolaires, on a 50% d'oxygène et 50% de protoxyde d'azote. Or, en usage détourné, le gaz remplit complètement le ballon de baudruche, et donc c'est important de penser à s'oxygéner également. Quelques contre-indications également qu'on retrouve dans la littérature médicale. Et puis il y a toujours le risque, quand on est face à un produit qui va modifier l'état de conscience et qui va modifier aussi les capacités motrices et l'équilibre, il y a des risques de chute, d'accident, de mauvaise manipulation d'objets dangereux. Et puis on a vu aussi quelques cas de décès lié à une confusion sur le produit, parce que ce gaz, on le retrouve principalement dans ces bonbonnes à chantilly, mais il semblerait qu'on puisse le retrouver aussi dans des dépoussiérants d'ordinateurs. Or, ce n'est pas le conditionnement le plus classique. Et si on consomme du dépoussiérant qui n'est pas du protoxyde d'azote, là, forcément, il y a des risques très importants pour la santé. Et donc, le dernier risque dont j'ai déjà parlé, c'est la neuropathie, qui est liée à une anémie, il y a une carence en vitamine B12, et cette neuropathie, elle a tendance à s'observer quand on a un usage prolongé de grande quantité. Mais il faut savoir que des carences en vitamine B12 peuvent être liées aussi au régime alimentaire, et notamment les personnes qui consomment peu de viande ou de poisson, de produits laitiers, sont plus à risque d'être en carence à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi des risques liés à l'utilisation combinée d'autres dépresseurs du système nerveux, notamment l'alcool en grande quantité, d'autres produits de type benzo ou opiacés. Là, évidemment, il y a toujours un risque, et notamment le risque lié au fait que les vomissements sont toujours possibles, risque d'inhalation du bol alimentaire et risque de dépression respiratoire, même si ces cas sont assez rares. Deuxième produit, la kétamine. Kétamine qui est aussi un médicament qui a des propriétés sédatives, analgésiques et antidépressives qu'on utilise
toujours en milieu hospitalier, mais surtout en médecine d'urgence, notamment quand il n'est pas possible d'utiliser des opioïdes et pas possible de ventiler avec un appareil une personne. C'est un produit qui est très utile dans la mesure où il analgésie et met la personne dans un état plus facilement manipulable pour faire des interventions d'urgence. C'est un produit qu'on retrouve aussi en médecine vétérinaire comme analgésique. Et puis depuis quelques années, on l'utilise aussi, on en a déjà parlé dans d'autres sessions, en ambulatoire, principalement pour le traitement de formes de dépression avec le risque de passage suicidaire. Mais c'est un produit qui est bien avant, ou en tout cas parallèlement à ses usages médicaux, fait l'objet aussi d'usages détournés. Alors on retrouve deux grands types d'usages détournés. Un usage à faible dose, des doses qui sont généralement inférieures à 75 mg et qui vont entraîner un état d'euphorie, un sentiment d'apaisement, de bien-être, de flottement du corps aussi, une hypersensibilité perceptive et cognitive. Et c'est un usage qui a plutôt lieu en milieu festif. Et puis à côté de ça, on a un dosage plus important qui, lui, vise à provoquer ce qu'on appelle le K-hole, c'est un état de dissociation qui est similaire à une expérience de mort imminente et qui va entraîner toute une série de modifications perceptives et cognitives et mettre la personne dans un état de détachement par rapport à son corps, et elle va vivre des choses très intenses qui peuvent être à la fois plaisantes mais parfois aussi traumatisantes. Alors il y a des risques aigus liés à l'utilisation de ce produit, risque de chute, risque de négliger des blessures, puisqu'on devient insensible à la douleur. L'état dans lequel on se retrouve, qui est un peu à cheval entre le rêve et la réalité, peut amener les personnes aussi à poser quelques comportements à risque ou à se laisser entraîner. Puis il y a un risque de bad trip pour les K-hole. Puis aussi on retrouve dans la littérature des anomalies du rythme cardiaque, risque de dépression respiratoire, mais qui est plutôt essentiellement lié à la polyconsommation, puisque cette molécule est assez safe isolément à ce niveau-là. Les risques chroniques, ce sont des troubles urinaires qui peuvent être parfois graves, avec des lésions au niveau des reins, des douleurs abdominales, troubles hépatiques également, et puis des troubles mnésiques, confusion, paranoïa chez les personnes qui en consomment de manière très régulière, qui peuvent amener la personne à poser des comportements désordonnés, anarchiques, et parfois aussi déclencher des épisodes qui nécessitent une prise en charge psychologique ou psychiatrique. Et puis, un risque de dépendance essentiellement psychologique, c'est une molécule qui présente une forte tolérance. En revanche, la dépendance physique n'est pas tellement établie, mais en tout cas, cette forte tolérance a tendance à faire en sorte que des comportements compulsifs d'utilisation se développent chez les personnes qui accrochent à ce produit. Quand on regarde les chiffres liés à la consommation, on voit que c'est un produit qui est effectivement plus consommé actuellement qu'il ne l'était par le passé, même si il reste tout de même inférieur aux drogues festives classiques, comme l'ecstasy ou la cocaïne. De nouveau, classiquement, on retrouve que l'usage est plus répandu chez les hommes et il est plus répandu en 18 et 34 ans, dans ici un échantillon d'usagers de drogue de la Belgique francophone. Des chiffres un peu plus récents, une enquête qui s'est déroulée par vagues successives pendant la crise Covid, mais qui perdure actuellement. C'est une enquête qui est réalisée par Cienzano et qui sonde de nouveau un échantillon d'usagers de drogue actifs. Là aussi, on voit que le produit est effectivement consommé, même moins que des drogues plus classiques. Et on voit que l'usage régulier n'est pas la norme, puisque la plupart des usagers l'utilisent sur un mode mensuel. Il y a quand même plus ou moins un quart des personnes qui l'utilisent de manière plus régulière, donc de manière hebdomadaire, et une minorité qui le consomme de manière quotidienne. L'usage régulier a tendance à être un peu plus répandu chez les femmes. Cet usage régulier, il peut
comme je l'ai déjà dit, aboutir à des formes de dépendance qui amènent parfois à des prises en charge. Et quand on regarde les chiffres des demandes de traitement, on voit effectivement qu'il y a une augmentation de demandes de traitement pour ce produit ici en Belgique. Alors on avait 196 mentions en 2015 de ce produit comme étant produit problématique chez les demandeurs de cette année. Et actuellement, en 2020, en tout cas, on est à 575. Donc une augmentation assez importante. Augmentation aussi au niveau des personnes qui ont une dépendance principale pour ce produit. Et là aussi, les chiffres font état d'une augmentation. Quand on regarde les contextes dans lesquels est consommé ce produit, toujours sur base de l'enquête de Ciensano, mais ici spécifiquement pour l'enquête menée en mars 2022, on voit que c'est une consommation qui est plutôt relativement festive, soit en milieu festif, soit avec des personnes à la maison, donc un contexte quand même récréatif, festif, mais il y a un pourcentage quand même relativement élevé qui en consomme seul. Alors parfois c'est un usage seul qui se fait comme tel parce que la personne vise justement le K.O. et qu'elle n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir un sitter, une personne qui puisse l'accompagner dans son trip. Mais bien entendu, dans ces 16%, on retrouve peut-être des personnes aussi qui ont développé une dépendance à ce produit. Autre élément important de cette enquête, c'est le fait qu'elle met en évidence que les usages sont souvent motivés par des tentatives de soulagement ou de coping. Ce sont les mentions les plus fréquentes quand on demande aux usagers d'expliquer pourquoi ils utilisent ce produit. Alors c'est essayer de juguler des sentiments dépressifs, ou c'est essayer de ne plus penser à des problèmes de la vie quotidienne. Et on voit qu'il y a quand même aussi des personnes qui utilisent ça, étonnamment, pour essayer de se concentrer, améliorer leur travail ou étudier. Bon, ce n'est pas des usages qui sont... Enfin, un produit qui est plutôt connu pour ça, habituellement dans la littérature, puisque les psychostimulants sont plutôt appropriés pour ce type d'usage. Peut-être que c'est des usages qui sont liés au fait que les personnes veulent modifier leur perception, leur façon de penser, peut-être en lien avec leur travail, peut-être qui demande un peu plus de créativité. Troisième thématique, le microdosage de psychédéliques. Alors c'est une pratique qui consiste à consommer une substance psychédélique à un seuil inférieur au dosage habituellement utilisé pour déclencher l'effet psychédélique. Donc c'est grosso modo 5 à 10% du dosage classique, pendant une période relativement longue, avec des jours sans consommation. Donc, classiquement, les protocoles conseillent de consommer produits 3 fois par semaine, avec une série d'effets recherchés ou rapportés, à savoir une augmentation de la concentration, de l'humeur, stabilisation de l'humeur, capacité améliorée à gérer les émotions, amélioration de la créativité, de la capacité à résoudre des problèmes. Et puis, un des avantages liés à cet usage aussi qui est rapporté, c'est le fait que l'usager ne s'expose pas, ou nettement moins, pour autant que les dosages soient contrôlés, aux effets indésirables classiques des psychédéliques, à savoir les distorsions sensorielles, la dépersonnalisation et la déréalisation, qui sont, d'un point de vue psychiatrique, des effets indésirables, et ceux qu'on utilise, les symptômes qu'on utilise pour parler de bad trip. Mais ce sont aussi, à contrario, des effets qui sont parfois recherchés. Les personnes qui visent à dissoudre leur ego, ce sont des étiquettes qui renseignent finalement le même phénomène, mais qui peuvent être vécues différemment. Alors ce microdosage, on retrouve cette pratique déjà dans les années 50. Il y avait les thérapies psychédéliques à l'époque, et les thérapies psycholytiques. Donc c'était des dosages inférieurs qui étaient utilisés pour essayer d'induire un état favorable au travail psychodynamique dans le cadre des psychothérapies. Puis on a retrouvé dans les années 60 un petit peu de littérature sur l'utilisation de ce produit pour voir dans quelle mesure, enfin ce type d'usage plutôt, pour voir dans quelle mesure ils peuvent stimuler la créativité, mais ça a été très rapidement avorté puisqu'il y a eu la prohibition en 66 au niveau des États-Unis, qui s'est généralisée par la suite et qui a empêché
les protocoles de recherche sur ce type d'usage. Donc il y a eu un maintien marginal de cet usage dans certains milieux, et puis il a été réintroduit suite à la publication de James Fadiman, qui était justement un des chercheurs de l'époque sur le microdosage, qui a remis un petit peu sur l'avant de la scène médiatique et populaire ce type d'usage, et qui a amené toute une série de personnes à essayer de l'expérimenter. Alors c'est une pratique qui reste assez peu documentée. Ici, en Belgique francophone, en tout cas, on n'a pas de chiffres quant à savoir dans quelle mesure elle est pratiquée. Et on regarde, bien entendu, à défaut d'avoir des chiffres au niveau des forums d'usagers, on voit que c'est une pratique qui se fait, mais qui reste encore assez marginale, somme toute. Alors les produits qui sont habituellement utilisés, ce sont le LSD, la psilocybine ou les analogues du LSD, analogues type NPS, qu'on peut retrouver, qu'on peut acheter sous forme de Research Chemicals assez facilement sur Internet. Alors pour la psilocybine, on peut acheter des kits prêts à l'emploi de microdosage qui sont vendus sur des smart shops en ligne, notamment aux Pays-Bas. Il y a même des Belges qui ont monté une société de vente de ce type de produits avec tout un protocole derrière, un accompagnement via des personnes formées, et notamment médicalement formées, à suivre les usagers dans leurs usages. Alors, les risques principaux liés à cette utilisation, c'est le risque de ne pas maîtriser le dosage. Alors, quand on achète un produit dont l'origine n'est pas forcément contrôlée, il y a toujours un risque que le dosage ne corresponde pas à ce qui est affiché. Et puis les utilisateurs peuvent être tentés de faire leur dosage par eux-mêmes. Si on achète des cartons de LSD, on peut essayer de microdoser par soi-même. Alors c'est faisable, bien entendu, mais ça doit se faire avec une certaine précaution et une certaine connaissance, à savoir qu'il faut passer par une dilution volumétrique et donc dissoudre le carton de LSD dans un liquide, c'est principalement de l'alcool qui est utilisé, pour avoir ensuite une quantité de liquide connu, par exemple 100 ml d'alcool, vous mettez votre carton à 100 microgrammes, vous savez que si vous consommez 10 ml du produit, vous aurez une concentration en LSD de 10 microgrammes. Donc c'est le type de pratique qu'on retrouve quand les dosages sont faits par soi-même. Autre type de risque qui reste théorique, ce sont les interactions médicamenteuses, parce qu'on sait que certains psychédéliques, les psychédéliques, principalement LSD, psilocybine, ceux qui agissent sur la sérotonine, peuvent en usage combiné avec du lithium ou certains antidépresseurs, donner lieu à certains troubles, épilepsie dans un cas, syndrome sérotoninergique dans l'autre. Ça reste des risques théoriques dans la mesure où il faut des dosages a priori supérieurs à ce qui est utilisé en microdosage pour engendrer ces interactions dommageables. Maintenant, il y a toujours des risques à long terme qui sont inconnus en cas d'usage de substances pour lesquelles on a moins de recul, comme les analogues chimiques. Et quand on regarde en revanche les preuves de l'efficacité du microdosage, les choses sont un peu contrastées. On a des rapports d'expérience sur les forums qui sont plutôt encourageants, parfois qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui rapportent qui finalement n'ont trouvé aucun bénéfice à ce type d'usage. On a des études observationnelles rigoureuses avec des protocoles pré-post, avec toute une série d'échelles qui sont utilisées, mais souvent pas de groupe contrôle non plus. Et puis toujours la possibilité d'avoir des effets d'attente, des effets placebo au niveau de ces protocoles de recherche. Et quand on regarde les quelques rares études avec du double aveugle randomisé, manifestement, il n'y a pas d'effet supérieur au placebo. Il y a un effet, mais qui n'est pas supérieur au placebo. Peut-être que les protocoles aussi rigides qui ont lieu dans ce cadre-là ne sont pas toujours favorables non plus à l'identification d'effets qui sont somme toute relativement subtils. Ça, je vais passer pour gagner du temps et je vais en terminer avec l'usage détourné de la cigarette électronique. Bon, la cigarette électronique, c'est un dispositif très utile en réduction des risques du tabagisme qui peut aussi faire l'objet d'une utilisation détournée, à savoir qu'on peut utiliser des produits qui ne sont pas prévus initialement au vapotage ou qui sont prévus comme tels mais dans un marché qui n'est pas suffisamment régulé
Et dans certains cas, ça peut donner lieu à des pathologies pulmonaires sévères. On a vu toute une série de cas aux États-Unis les dernières années. C'était généralement des pneumopathies lipidiques exogènes liées à l'utilisation de produits de vape à base de cannabis, dans lesquels on retrouvait des molécules tierces indésirables et qui vont venir se fixer sur les alvéoles pulmonaires et empêcher la bonne oxygénation du sang. Il y avait notamment l'acétate de vitamine E qui avait été épinglé comme potentiel agent toxique. Alors ce sont des problématiques de santé qui sont essentiellement liées à l'utilisation de produits non contrôlés ou à l'utilisation de produits qui ne sont pas prévus pour le vapotage. Puis il y a toujours des risques aussi par rapport à l'utilisation de cannabinoïdes de synthèse ou d'autres molécules de synthèse qui sont apparues sur ce marché de nouvelles substances psychoactives. Il y a toute une série d'usagers qui utilisent ces produits avec ce type de dispositif pour toute une série de raisons. Ici, on a une étude qui s'est intéressée au vapotage au niveau d'un échantillon d'anglais. Et ce qu'elle a mis en évidence, c'est que chez les personnes qui utilisent le vapotage, la cigarette électronique de manière détournée, ils peuvent le faire au niveau de toute une série de produits différents. Il n'y a pas que les cannabinoïdes, finalement, on voit que d'autres produits, et parfois des plus classiques, peuvent aussi parfois être utilisés sur cette modalité de consommation-là. Et les usagers le font manifestement pour toute une série de raisons liées d'une part à l'opportunisme. Ça s'est présenté, on m'a proposé de le consommer comme ça, je l'ai fait. Par réduction des risques aussi, parce qu'ils ont l'impression que ça présente moins de risques pour la santé. Pour des raisons de discrétion aussi, on sait que consommer sous forme de vapotage, il y a moins d'odeurs qui sont émises et on peut le faire plus facilement dans des environnements où il y a un contrôle social, et puis surtout la détectabilité aussi. Quand on utilise des molécules de synthèse qui ne sont pas détectables dans les tests de screening, en sécurité routière notamment, ou liés à l'exercice de certaines professions, c'est des produits qui peuvent passer sous la loupe également.